J'ai sorti les 3 voies. Ça c'est la une là qu'on voit. D'accord, ouais. La voie 1 c'est à 50, c'est ça? Ouais, 50 cm. 50 cm, ensuite 1 mètre et 1,50 m. La voie 1 et la voie 2 sont, au point de vue mathématique, vraiment très correspondantes avec une profondeur et une réalité. La voie 3 est plus écartée, plus lointaine. Ça c'est la voie 3. On a la confirmation d'un fossé. Aujourd'hui, la panoplie d'outils à la disposition des archéologues pour analyser un territoire s'enrichit de techniques de plus en plus sophistiquées. Photos aériennes et satellites, tranchées de diagnostic, lidar, prospection géophysique. Il y a 4-5 ans, en faisant une prospection magnétique avec l'équipe Geocarta, nous étions arrivés à un résultat de 250 mètres carrés prospectés en une journée, ce qui évidemment rendait cette technique très vite inabordable pour les archéologues. C'est là qu'est née un petit peu l'idée de développer un projet spécifique sur quel pouvait être l'apport des prospections magnétiques en particulier à des proto-historiens, des gens qui s'intéressaient surtout aux fosses, aux trous de poteaux, aux fossés, et qui ont d'énormes sites à prospecter. Des villes comme Librac qui font une centaine d'hectares, Boviol, Nazium, ce sont des grands, très grands sites, pour lesquels évidemment une vie ne suffit pas. On a donc décidé de lancer un projet pour passer d'un système manuel et pédestre, donc très lent, à des systèmes tractés qui nous permettent de faire jusqu'à 10 hectares par jour, et donc de compléter très efficacement nos données de fouilles qui sont évidemment indispensables pour interpréter les résultats de ces scanners que sont les prospections géophysiques. Ce projet Celtecofis de l'Agence nationale de la recherche a été porté par les chercheurs de l'UMR à Auroch de l'École normale supérieure en collaboration avec 3 autres équipes de recherche. Les équipes de l'INRAP qui travaillent en archéologie préventive, l'équipe d'Alain Tabag de l'UMR 6 de Jussieu spécialisée dans la mise au point de nouvelles méthodes de prospection géophysique, et l'équipe de Geocarta qui développe des procédés de prospection géophysique à grande échelle. On a commencé dans la reconnaissance de sol pour l'agriculture. Dans un premier temps, les technologies n'étaient pas assez mûres, elles n'arrivaient à voir que des types de sols. L'archéologie a poussé les scientifiques à produire des outils pour voir les vestiges des murs. Donc là, il est en train de se positionner sur un profil. On arrête l'acquisition en fait pendant qu'on fait le demi-tour. Il s'aligne et là, donc, il est parti. Il suit donc virtuellement la ligne qu'il voit à l'écran. Les prospections géophysiques sont des prospections qu'on appelle non destructives. Et il n'y a pas besoin en fait d'ouvrir le sol pour voir ce qui est dedans. On nous compare d'ailleurs souvent à des radiologues. Nous testons un prototype magnétique extrêmement sensible qui permet de visualiser les variations du champ magnétique terrestre. Celle qui nous intéresse, c'est les variations les plus superficielles dans les premiers mètres. C'est celle qui intéresse l'archéologie. Donc on va sélectionner d'une certaine façon le magnétisme juste de cette couche superficielle. Ce magnétisme va varier grâce à des variations donc, de différents paramètres. Ça peut être des particules ferreuses qui sont dans le sol. C'est la partie la plus importante du magnétisme. Après, il y a les magnétismes qu'on appelle des terres cuites, c'est-à-dire que quand il y a des amphores, et ici sur le site, il y a des concentrations totalement faramineuses d'amphores, on va pouvoir aussi détecter ces amoncellements donc, de structures. Et il y a un troisième type de magnétisme beaucoup plus faible, ce sont les anciens fossés, par exemple, les anciens trous de poteaux. Le magnétisme fait ressortir les structures en creux, trous de poteaux, fosses ou fossés, dont l'alignement dessine des limites de bâtiments ou d'emprises de sites archéologiques. Avec cette version tractée, il faut 1 minute pour faire un profil de 50 mètres, ce qui correspond par capteur à une mesure tous les 10 cm. C'est évidemment un chariot non magnétique, entièrement fait en matériaux composites. Ce chariot porte les capteurs. Là, actuellement, il y en a 2. Ce sont les 2 barres verticales qui sont là.
Et quand on remonte, on a un boîtier électronique qui s'occupe en fait de faire l'acquisition de toutes ces mesures. Et à partir de là, on va associer toutes ces mesures, qui sont donc en 2 dimensions, pour faire une carte standard, une carte généralement en noir et blanc, comme une radiographie. On peut faire abstraction de tous ces trucs un peu forts qui sont des renvois de basalte. Par contre, tout ce qui est un petit peu plus clair, là, ouais, bah oui, justement, ce qui est blanc, c'est moins magnétique. ouais, c'est moins magnétique et ça, c'est intéressant. Les différentes techniques de prospection à la disposition des archéologues sont souvent complémentaires pour appréhender un site archéologique. En passant à travers la couverture végétale, le laser du système LIDAR, embarqué dans un avion, détecte les anomalies de surface. Le relevé microtopographique précis ainsi obtenu, sur de larges étendues, permet une approche globale d'un site. Sur l'Oppidum d'Hérisson, en termes de topographie, on souffrait vraiment de points de repère sur ce site. Les premiers résultats qui sont ressortis, c'est bien sûr les dimensions et l'importance des fortifications. Et puis, la possibilité de bien dissocier ce qui est une anomalie naturelle de ce qui est artificiel. Il y a notamment sur les portions de remparts qui ont été étudiées à Hérisson, le LIDAR l'a démontré, des zones qui n'ont pas été fortifiées parce qu'elles l'étaient déjà naturellement, et d'autres qui ont été véritablement édifiées de main d'homme. Entre 2004 et 2010, la fouille d'une anomalie dans le tracé des fortifications de l'Oppidum d'Hérisson permet aux archéologues de découvrir les vestiges d'une porte monumentale et d'une voie pavée de gros blocs de pierre. La porte monumentale que l'on a fouillée sur le site d'Hérisson, qui est vraiment un ouvrage spectaculaire, est constituée de blocs en grès sidérolithique locaux. C'est un matériau qui est utilisé également pour l'architecture à l'intérieur du site, et notamment pour construire les voies. En complément du LIDAR, les prospections géomagnétiques mécanisées, effectuées à l'intérieur du site, livrent un premier aperçu de l'organisation interne de l'Oppidum. La surprise, c'est que ce matériau n'est absolument pas magnétique. Et c'est pour cette raison que sur les cartes apparaissent des traces géométriques correspondant à probablement des murs ou des voies de circulation qui ne sont pas magnétiques. Ce qui est intéressant également, c'est de voir la trame urbanisée qui se dessine autour des axes de circulation, avec un axe très fort sur lequel on voit bien que s'orientent tous les autres bâtiments. Les prospections ici s'inscrivent dans le cadre d'un programme qui est mené depuis plusieurs années. Nous abordons la dernière année de fouilles avant la publication du dernier état du sanctuaire. Et donc dans ce cadre-là, nous avons décidé de mener toute une série de prospections afin de déterminer s'il existait des vestiges antérieurs à cet édifice. Là, on se trouve en présence d'une équipe qui est en train de développer un outil dans le cadre de ces prospections. Donc on est aussi bien là pour créer l'outil que vérifier ses applications en archéologie. Sur le sanctuaire romain d'Allonnes, dans la Sarthe, la configuration du site ne permettant pas d'effectuer des prospections magnétiques avec des moyens mécanisés, les archéologues ont recours au système mis au point par l'équipe d'Alain Tabag. On a développé cet appareil dans notre laboratoire. La conception d'un appareil prend plusieurs années quand c'est un prototype comme ça où on part d'un savoir-faire mais on part de rien sur le plan technique. Ce prototype mesure en un seul passage la susceptibilité magnétique et la conductivité électrique apparente. On obtient ainsi 2 cartes complémentaires. C'est un peu lent, mais enfin, c'est à la fois méthodique et puis lent. Voilà. Donc il faut être patient, mais ça marche. Ce système plus léger permet ainsi de sonder le sous-sol entre les vestiges des murs romains à la recherche de vestiges plus anciens d'époque gauloise. Autour du sanctuaire romain d'Allonnes, des prospections plus vastes ont également été réalisées à l'aide de moyens mécanisés. Les résultats obtenus permettent de raisonner à plus grande échelle. Tous les points verts, ce sont des points, des anomalies magnétiques repérées sur cette surface qui a été prospectée. Donc cet espace qui officiellement est vide se retrouve avec un grand double enclos ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième ici.
des impacts extrêmement nombreux dans cette partie ici. Certains éléments du cadastre napoléonien sont apparus très nettement, et même des modifications du cadastre napoléonien entre la réponse magnétique et la réponse actuelle. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'archéologues qui ont touché à ces techniques parlent d'archéologie chirurgicale. On est capable, grâce à ces détections, notamment géomagnétiques ou électriques, d'aller fouiller à l'emplacement exact des vestiges. Cela pourrait d'ailleurs avoir une réelle incidence sur ce qu'on appelle l'archéologie préventive, l'archéologie des grands travaux. Entre 2009 et 2010, le projet d'aménagement d'un échangeur routier sur la commune d'Imonville, en Eure-et-Loire, est l'occasion pour les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive de fouiller une partie d'un habitat groupé du second âge du fer. L'intérêt de prospecter là, ça nous permet d'avoir quelques réponses sur des points de détail, comme est-ce que l'enceinte continue de côté ou pas. Donc sur les éléments de l'organisation spatiale, on peut avoir des réponses. Et après aussi, pour la recherche à venir, on a de nombreuses pistes en fait, qui sont apportées par les résultats des premières géoprospections. Dans le cadre de ce type d'opération préventive, seuls les vestiges présents dans l'emprise de l'aménagement sont fouillés. Les archéologues n'ont ainsi qu'une vision partielle et tronquée du site découvert. Le recours aux prospections géophysiques devient alors un précieux complément de la fouille. Par la suite, les résultats de ces prospections géophysiques peuvent également s'avérer précieux pour envisager une extension de l'exploration du site dans le cadre d'une opération d'archéologie programmée. À la différence de l'archéologie préventive, la fouille programmée permet aux archéologues d'explorer un site archéologique dans le cadre d'un projet de recherche. Le site de Batilly, dans le Loiret, était connu des archéologues depuis longtemps grâce aux prospections aériennes. La construction de l'autoroute A19 en 2008 a permis aux archéologues de l'INRAP de fouiller une grande partie du site et de caractériser son occupation, celle d'un établissement aristocratique d'époque gauloise. En 2009, Stéphane Fichtel, professeur d'archéologie à l'université de Tours, prolonge les recherches préventives effectuées par l'INRAP par une fouille programmée en élargissant les investigations en dehors du tracé de l'autoroute. Le site de Batilly est un site qui fait une vingtaine d'hectares. Donc c'est clair que c'est un site qu'on ne peut pas fouiller de manière intégrale, en tout cas pas en une seule fois. Et pour trouver les secteurs intéressants, on a fait appel à des prospections géomagnétiques. On distingue bien sur la prospection géomagnétique le grand bâtiment qui est ici avec donc les poteaux centraux et la deuxième ligne de poteaux qu'on distingue bien sur les deux côtés, moins bien ici, on la devine dans ce secteur-là. Les anomalies qui ont été mises en évidence par ces prospections géomagnétiques sont extrêmement précises et la fouille montre que la plupart des anomalies qui ont été détectées se révèlent être des trous de poteaux, des fosses, donc des structures archéologiques. L'évolution des outils géophysiques va de pair avec la progression des supports informatiques. Les résultats des prospections sont ainsi exploitables dans un SIG, système d'information géographique. On met des informations sous forme de couches. On peut avoir une couche qui va représenter la carte IGN, une couche qui va représenter une photo satellite, une couche qui va représenter le cadastre, et voir ces couches, les cacher selon ce qui intéresse. Ici, nous avons un fond de carte topographique qui est le fond Google standard, et on voit donc le projet de l'autoroute, la 19, qui à l'époque de la photographie de Google n'était pas encore construit. Et donc cette couche d'information, on peut évidemment l'enlever pour ne garder maintenant que la photographie aérienne. Et la prospection donc, géophysique a eu lieu de part et d'autre donc, du tracé central de l'autoroute qui venait d'être fouillé à l'époque. Donc on va se concentrer maintenant sur cette zone-là. Au niveau de la fouille sur la 19, donc on a effectivement la bordure externe de cet établissement ici, avec plusieurs bâtiments, et cette portion-là qui n'a pas été fouillée. Et on voit de façon très claire que le bâtiment qu'on a trouvé et signalé avec ces trous de poteaux est dans l'alignement parfait
de ce qui a été trouvé dans les fouilles de l'autoroute ici. Donc on est en présence en fait d'un bâtiment certainement du même type, bien qu'un petit peu plus grand que les bâtiments qui sont là. Et on voit donc l'intérêt ici de mettre sur le même plan les résultats des fouilles, donc sur l'autoroute, et ce qui a été fait en prospection géophysique à côté. En 2011, la poursuite des fouilles programmées sur le site de Batilly permet une découverte intéressante sur un secteur qui apparaissait de manière anormale en prospection magnétique. On a un niveau de sol empierré avec des lieux de circulation, des restes d'amphores écrasés au sol qui ont été retrouvés. En prospection géomagnétique, malheureusement, ça ne sort pas de manière très claire. C'est plutôt une grande zone, on va dire, floue qui sort. Mais maintenant que l'on sait que ces zones floues peuvent correspondre à ce type de chemin, à ce type de sol encore en place, il sera intéressant de les pister sur les prospections de manière à pouvoir trouver d'autres secteurs encore conservés. Sur la commune de Menet-Planche, dans l'Indre, le petit site fortifié dit du camp de Cornille fait l'objet d'une fouille programmée depuis 2000. C'est une petite fortification de l'âge du fer qui complète la vision classique que l'on a des 20 villes bituriges dont parle César. Ici, on est dans un cas un peu particulier. Il s'agit d'une enceinte assez petite puisqu'elle couvre environ 1 hectare et donc elle ressemble plus à une ferme qu'à une ville. La question qui nous a amenés ici, c'est de savoir pourquoi cette ferme avait une fortification très importante qui ressemble à celle de ces villes. Les prospections géophysiques vérifiées lors d'une opération de fouille ont permis de localiser la porte d'entrée du site, mais également de cibler certaines anomalies magnétiques afin de pratiquer des sondages de vérification à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Alors nous avons ouvert ce sondage à un endroit où la prospection géophysique révélait 2 traces fortement magnétiques et assez petites, de l'ordre de 1 mètre carré, et on est tombé effectivement exactement dessus. Il s'agit de structures brûlées, creusées dans le calcaire, avec des colorations rouges et grises qui correspondent tout à fait à de l'argile brûlée. Les datations au carbone 14 de ces fours métallurgiques au IVe siècle avant notre ère montrent une importante activité sidérurgique sur le site bien avant l'implantation de la fortification, au 1er siècle avant. Cet exemple montre à la fois l'intérêt des prospections et leurs limites. La fouille reste indispensable pour comprendre et dater les structures. Elle seule permettra de préciser la contemporanéité ou non des autres batteries de fours révélées par la prospection, ou si, au contraire, ce travail du fer se poursuit à l'époque de la fortification du site. Sur le site de Gondol, dans le Puy-de-Dôme, des prospections magnétiques ont été réalisées entre 2 campagnes de fouilles. La détection a donc pu également se faire sur des zones déjà fouillées, permettant ainsi d'établir un référentiel des anomalies. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Des grandes caves ou sous-sols qui apparaissent en plus clair, et puis des structures de cuisson qui apparaissent souvent noires, et des structures fossoyées, plus discrètes. On a utilisé ce référentiel pour un petit peu interpréter toutes les anomalies qui ont été perçues par prospection magnétique sur le reste de la parcelle, soit un peu plus de 3 hectares. Donc si on interprète à partir du référentiel Batilly les anomalies géomagnétiques, on arrive à ça avec des grandes structures rectangulaires carrées vertes qui semblent être des caves, des structures bleues qui peuvent être des fosses, des puits, etc. Et des petits ronds oranges qui pourraient être des fours, donc notamment ce petit groupe-là qui est très intéressant parce qu'on l'a retrouvé en fouille. La confirmation par la fouille de la présence de fours de cuisson à l'emplacement précis d'anomalies magnétiques visibles lors de la prospection permet d'affiner encore ce référentiel. Toutes ces informations, également croisées avec les données des prospections aériennes, permettent ainsi d'obtenir une vision plus large de l'occupation du site. On a l'ensemble des données archéologiques sur le site de Gondol. Alors, visuellement, on voit le rempart sans problème, la voie principale de l'oppidum. Puis cette zone-là qui est connue grâce aux prospections aériennes. Cette zone-ci qui est plutôt à vocation funéraire et religieuse, qui est connue essentiellement par les travaux de prospection mécanique. Et puis cette zone-là, sur laquelle a eu lieu la fouille, donc l'espace qui est fouillé, qui est ici, où on a une densité de vestiges relativement importante.
Et puis autour sont les données de prospection aérienne et géomagnétique. Donc ça donne à minima une idée de ce à quoi pouvait ressembler cette partie-là du site de Gondole. La partie la mieux documentée étant celle-ci, la partie fouillée. Alors la liaison entre la prospection géophysique et la fouille est quelque chose d'extrêmement utile parce qu'on peut extrapoler sans partir dans des digressions dans l'imagination grâce à ces documents. La fouille ayant vérifié la nature et si possible la datation des traces géophysiques, on peut extrapoler à partir du sondage et dans des zones qui vont être détruites ou des zones qui ne sont pas accessibles pour différentes raisons, on peut étendre les conclusions de la fouille et de cette façon avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus cohérente. Si les méthodes de prospection géophysique sont désormais de précieux outils à la disposition des archéologues pour appréhender le territoire à une autre échelle, celle de la globalité du site et de l'intrasite, elles ne remplaceront jamais la fouille, car pour comprendre un site, il faut pouvoir le dater, comprendre son évolution. Et pour cela, il n'existe qu'une seule méthode, la fouille.